Les surprédateurs sont offensifs. Ils ont développé des armes mortelles. L'évolution d'autres animaux a privilégié la fuite, l'illusion et même l'empoisonnement de leurs prédateurs. Il ne faut jamais sous-estimer une proie. Certaines sont des spécialistes de l'art de rester en vie. Dans les champs et les jardins, il est courant de voir des guêpes et des abeilles. Mais à y regarder de plus près, on découvre parfois des mouches déguisées. Ceci n'est pas une guêpe ni une abeille, c'est un cirfe. Cette espèce imite les abeilles pour tromper les prédateurs. Et son espèce cousine imite les guêpes. Pour ces cirfes, la meilleure défense est l'imposture. Dépourvus de mâchoire ou de dard, ils doivent leur survie à l'illusion. Certaines variétés de cirfes ont, comme les abeilles, des rayures et des poils sur le corps, afin de suggérer aux prédateurs d'éviter de les manger. Abeilles et guêpes ont en commun une arme de dissuasion que le cirfe n'a pas, un dard pour faire fuir les prédateurs. La stratégie d'imitation développée par le cirfe porte le nom de mimétisme bathésien. On parle de mimétisme bathésien quand une espèce comestible pour un prédateur évolue pour ressembler à une espèce non comestible. Cette ressemblance est souvent morphologique. Elle concerne l'apparence, mais parfois aussi le comportement. Pour un cirfe, imiter le comportement d'une abeille signifie voler de la même manière, simuler des piqûres sans avoir de dard. Comme tout bon imitateur, le cirfe sait bien que le plus important pour faire illusion, c'est d'avoir confiance en soi. On peut dire que les abeilles et les guêpes ont une certaine assurance. Elles savent qu'elles n'ont rien à craindre et ça se voit à la façon dont elles agitent leurs ailes. Quand on observe les cirfes, on voit qu'ils font comme elles. Ils ont la même attitude un peu arrogante, si vous voulez. Certaines variétés vont jusqu'à imiter les longues antennes des guêpes. Vous savez ce qu'ils font? Comme leurs pattes sont de la même couleur que les antennes des guêpes et des abeilles, ils les tendent en avant et les agitent comme des antennes. C'est fantastique. Pour le cirfe, une question de taille se pose. Alors, plus il est gros, plus convaincante sera l'imposture. De toutes les variétés les plus grosses de cirfes sont plus crédibles pour imiter les abeilles et les guêpes. Quant à elles, les variétés les plus petites ont plus de mal à s'en rapprocher. Dans la nature, si vous représentez un gros repas pour le prédateur, il va faire plus attention à vous. Alors l'imitation a vraiment intérêt à être soignée. Mais en dépit de l'astucieuse mascarade, on fait vite la différence entre un cirfe et une abeille ou une guêpe. Abeilles et guêpes ont deux paires d'ailes. Les cirfes n'en ont qu'une, qu'ils agitent plus vite pour effectuer le même vol stationnaire. L'aile du cirfe présente ce que l'on appelle une vena spura, ou fausse veine. C'est une marque sur toute la longueur qui ressemble à une veine. Les ailes des abeilles et des guêpes présentent, elles, de véritables veines. Cependant, en observant attentivement, la différence saute aux yeux. Mais les oiseaux, principaux prédateurs des cirfes, tombent-ils dans le piège? La réponse se trouve dans les minuscules poils sur l'abdomen des cirfes imitateurs. Abeilles et guêpes portent des poils sur l'abdomen, dessinant des motifs visibles uniquement en ultraviolet. Il se trouve que l'ultraviolet est visible pour les oiseaux. Les cirfes imitent ces motifs de poils d'abdomen. Ces marques ultraviolettes sont invisibles pour l'œil humain, dont la rétine est dotée de 3 types de cônes au lieu de 4 chez les oiseaux.
Un oiseau a une vision plus étendue que la nôtre, puisqu'il peut voir jusque dans l'ultraviolet. Il se peut très bien que les cirfes, les abeilles et les guêpes portent des marques ultraviolettes invisibles pour nous. Si l'illusion est imparfaite pour l'œil humain, elle est en revanche parfaite aux yeux d'un oiseau. Et c'est tant mieux, car à l'image des abeilles, les cirfes sont de prodigieux pollinisateurs. À l'âge adulte, ils se nourrissent de nectar et de miella. Les cirfes sont une des rares espèces d'insectes qui digèrent le pollen. Dans bien des écosystèmes, le rôle des cirfes est aussi important que celui des abeilles. C'est d'autant plus le cas quand on s'éloigne de l'équateur vers le sud ou le nord. Donc dans les zones tempérées, ce sont des pollinisateurs plus importants que les abeilles. Il y a environ 6000 variétés de cirfes répandues sur tout le globe. Une belle famille de faussaires. Pour leur maîtrise du déguisement, les cirfes comptent parmi les plus grands imposteurs de la nature. Sous leur apparente fragilité, les papillons sont experts dans l'art de se défendre. Des millions d'années d'évolution leur ont permis de devenir les êtres complexes qu'ils sont aujourd'hui. Le papillon connaît 3 transformations totales avant d'atteindre l'âge adulte, dans un processus lui-même en 4 étapes. La métamorphose complète. Mais il y a pire que ces transformations physiques dans une vie de papillon. Le plus gros défi pour un petit papillon est de rester en vie assez longtemps pour connaître sa forme définitive. Les papillons ont d'incroyables stratégies de survie. Ils sont déjà protégés avant même leur naissance. Les papillons déposent leurs œufs sur la face cachée des feuilles. Dissimulés sous les feuilles, le long des nervures, les œufs sont à l'abri des prédateurs. Et c'est à peu près la seule assistance que bébé papillon peut attendre de sa maman. Une fois devenu chenille, il est tout seul. Mais pour se défendre, ces petits arthropodes ont hérité de tout un arsenal. Cette chenille zébrée a le corps hérissé d'épines. Les petites épines la rendent immangeable. Ça reviendrait à manger une pince de homard sans enlever la carapace. Les épines renferment un acide dangereux pour les prédateurs. Si un oiseau ou un lézard mange cette chenille, il sentira une brûlure qui va le décourager de recommencer. Quand elle n'est pas occupée à se défendre, une chenille passe le plus clair de son temps à manger. Elle fait le plein d'énergie avant d'attaquer la transformation finale. Ces délicates structures jouent un rôle déterminant dans la survie du papillon. Il existe des chrysalides de toutes formes et de toutes tailles, conçues chacune pour la protection de son occupant. Une fois la chenille métamorphosée en chrysalide, elle doit se fondre dans le décor. Car si un prédateur arrive, la chrysalide ne peut pas bouger pour lui échapper. Elle a donc recours au camouflage. Certaines ressemblent à des baies, d'autres à l'extrémité d'une branche. Elles imitent en fait un prolongement de la branche à laquelle elles sont accrochées. Certaines chrysalides ont des couleurs vives et reflètent la lumière. Chacune de ces délicates capsules renferme une chenille occupée à digérer son propre corps. Des enzymes la réduisent en une bouillie de chenilles d'où surgira bientôt un magnifique papillon. Parfois, les papillons doivent lutter pour s'extraire de leur capsule. Celui-ci a du mal. Sa tête est coincée. Il parvient enfin à se libérer. Une fois toutes les parties de son corps dégagées, le papillon ne doit surtout pas lâcher prise. C'est le moment critique du processus d'émergence, car le nouveau papillon est alourdi par un épais fluide. S'il tombe, c'est la mort assurée. Le fluide va servir à gonfler ses ailes.
Le vol inaugural marque l'entrée du papillon dans l'âge adulte. Les papillons adultes ont leur propre arsenal de défense. Un camouflage pour se fondre dans le décor et des couleurs vives pour perturber les prédateurs. Certaines espèces, comme le papillon hibou, imitent l'apparence d'un effrayant prédateur bien plus gros qu'eux. Vous voyez ces taches? Elles font penser aux yeux d'un carnassier. En les voyant, le vrai prédateur ne songe plus à passer à table, mais à s'enfuir. Les scientifiques ont observé chez le papillon bien d'autres stratégies d'adaptation pour échapper à ces prédateurs. On a récemment découvert que plusieurs espèces ont des oreilles qui leur permettent de localiser leurs poursuivants. Personne ne sait que les papillons ont des oreilles. Ils ne font pas de bruit, donc on ne pense pas à leur système auditif. Pourtant, nous avons trouvé des organes de l'ouïe miniatures très développés à la base des ailes chez certaines espèces. Les oreilles ont commencé à se développer chez les papillons de nuit il y a déjà plusieurs millions d'années pour leur permettre d'échapper aux chauves-souris. Après quoi, de nombreuses espèces ont évolué vers une vie diurne et utilisent maintenant leurs oreilles pour échapper aux oiseaux. Avec des défenses adaptées à chaque stade de leur croissance, les papillons sont bien équipés pour la survie. Si le papillon est encore vivant à la fin de l'année, il pourra enfin se reposer un peu avant de démarrer un nouveau cycle. Jaune, rouge, jaune, noir. Le signal doit vous alerter. Vous êtes en présence d'un danger. Ce sont les couleurs du serpent corail, de la famille des élapidés, une des plus mortelles. Les cobras, les mambas, les bougars sont des élapidés. Ils ont des crochets frontaux fixes. Leur venin est plus toxique que celui des vipères. Ce sont les serpents les plus venimeux de tout le continent américain. En l'absence de soins, une morsure de serpent corail peut provoquer une paralysie musculaire, entraînant une insuffisance respiratoire ou cardiaque. Avec le temps, ours, renards, opossums et faucons ont appris à se tenir à l'écart du serpent corail en développant la faculté de reconnaître ses anneaux de couleur pour bien le distinguer de ses congénères inoffensifs. Les prédateurs ont retenu la leçon. S'ils sont mordus par un serpent dont les anneaux se suivent dans l'ordre jaune-rouge, jaune-noir, c'est la mort. Il faut penser à un feu de signalisation. Avant le rouge, il y a l'orange. Et les deux se succèdent comme les anneaux rouges et jaunes du serpent corail. Et ils signifient la même chose. Attention, ralentissez et stop. En termes de survie, les anneaux du serpent corail sont un parfait mécanisme de défense. La science a démontré que les prédateurs sont imprégnés par le message d'alerte des anneaux, même dans le cas de nouveau-nés qui n'ont pas encore rencontré de serpent corail. Une série d'expériences a été réalisée au Costa Rica et au Panama avec des oisillons qui n'avaient jamais rencontré ce motif auparavant et qui ont fui à l'autre bout de leur cage en le voyant. Mais intéressons-nous à un serpent moins dangereux, comme ce serpent roi écarlate. Un serpent qui ne mord pas n'a aucun moyen réel de se défendre. Une espèce est sans défense quand elle n'a aucun moyen de repousser l'attaque d'un prédateur, alors que d'autres se défendent en dégageant des toxiques ou en inoculant du venin pour dissuader les prédateurs. Mais si ce serpent roi est vulnérable aux prédateurs, comment survit-il ?
C'est un imitateur de grande classe, un imposteur total, une arme chargée à blanc. Il s'est adapté de manière à ressembler à son cousin venimeux. Le mimétisme est un comportement très répandu chez les animaux, pour obliger les prédateurs à les laisser tranquilles. Il s'agit de provoquer le prédateur, de lui dire « Tu veux vraiment prendre le risque ?» Comme le cirfe avec les abeilles, le serpent roi écarlate a développé un mimétisme bathésien. Le mimétisme bathésien, c'est quand une espèce dangereuse est imitée par une espèce inoffensive. Mais comment ce serpent roi est-il parvenu à imiter le serpent corail? Par quelle transformation physique a-t-il pu changer les motifs de sa peau? La couleur des serpents est produite par un groupe de cellules appelées chromatophores. Le serpent corail, le serpent roi et tous les autres serpents disposent au départ du même choix de pigments. La sélection naturelle est le moteur de ce mimétisme. Si ce serpent roi ressemble davantage à un serpent corail que ses congénères, il survivra plus longtemps et aura plus de chances de se reproduire. La ressemblance s'accentue avec le temps parmi les individus, parce que c'est la descendance des animaux résistants qui va peupler plus rapidement l'espèce. Mais si on y regarde de plus près, l'imitation est loin d'être parfaite. Ils font de leur mieux, mais la copie ne vaut pas l'original. La contrefaçon ne fait pas longtemps illusion. Les anneaux du serpent roi ne sont pas identiques à ceux du serpent corail. Les anneaux du serpent corail se suivent dans l'ordre jaune, rouge, jaune, noir, alors que ceux du serpent roi écarlate vont dans le sens noir, rouge, noir, jaune. Ça sauterait tout de suite aux yeux d'un humain qui serait en présence des deux serpents côte à côte. Et pour mémoriser cette différence déterminante, rien ne vaut une petite comptine à se réciter en cas de doute. Rouge puis jaune, la mort est en chemin. Rouge puis noir, il n'y a pas de venin. Et pour départager tout le monde, le nez du serpent corail est noir, celui du serpent roi est écarlate. Comment l'imitation peut-elle être convaincante en étant imparfaite? Il semble pourtant que le serpent roi trompe totalement ses ennemis. Apparemment, les prédateurs ne voient pas la différence. J'ai fait une expérience avec des centaines de serpents en terre cuite répartis dans toute la Caroline du Nord. Ce qui est important pour les prédateurs, c'est le phénotype commun du serpent corail et du serpent roi. En l'occurrence, les mêmes couleurs pour leurs anneaux. Mais les prédateurs n'attachent pas d'importance au fait qu'ils ne soient pas dans le même ordre. Ils n'ont ni le temps ni les capacités cognitives pour faire la distinction. Ils évaluent la situation rapidement. Ce serpent a trop de rouge et de noir, je n'y touche pas. Voilà comment fonctionne la protection. Le serpent roi ne représente aucune menace pour l'homme ou les prédateurs. Pourtant, il a réussi à tromper tout le monde en imitant une vraie menace. À première vue, les grenouilles ont un air plutôt sympathique. C'est pourquoi elles deviennent des jouets d'enfants ou des marionnettes célèbres. Mais les grenouilles que voici ne sont pas pour les enfants, ni pour leurs parents. Une goutte du venin de ces grenouilles venimeuses appelées dentrobates peut tuer une personne. Minuscules, de couleur vive, on les nomme aussi grenouilles à flèches empoisonnées. Mais leur jolie peau colorée dégage un venin très toxique. Certaines tribus indigènes trempaient leurs pointes de flèches de sarbacane dans ce poison avant de partir à la chasse. Les grenouilles, elles, ne l'utilisent pas pour chasser, mais pour se défendre contre les prédateurs. Une toxine protège la grenouille des prédateurs qui voudraient s'attaquer à elle pour la manger en les paralysant, ce qui peut aller jusqu'à la mort. Cette toxine est un alcaloïde lipophile. Elle tue en provoquant une paralysie musculaire, c'est-à-dire que les muscles du cœur et du diaphragme cessent de fonctionner. La victime ne respire plus et son sang ne circule plus. Les scientifiques s'interrogent sur l'origine de ce venin.
Ils pensent que les grenouilles fabriquent ce poison à partir d'une variété locale d'arthropodes, car celles qui sont élevées en captivité ne sécrètent jamais de poison. Mais les grenouilles préfèrent quand leurs ennemis n'essayent même pas. Et c'est là qu'interviennent leurs incroyables couleurs. Elles sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et elles varient selon le milieu naturel. Leurs couleurs vives agissent comme une alarme pour les prédateurs qui y voient un danger mortel. Ces grenouilles ont évolué vers cette palette de couleurs pour signifier qu'elles sont bien protégées. Des chercheurs ont utilisé de fausses grenouilles ayant des couleurs et des motifs proches de ceux des grenouilles toxiques de la région. Et grâce à cette expérience, ils se sont rendus compte que cela est beaucoup plus dissuasif auprès des prédateurs. Certaines grenouilles arborent même d'étranges motifs uniques pour dissuader les prédateurs en devenant difficiles à identifier. Les grenouilles sont capables de modifier ces schémas de motifs. Certaines ont des rayures autour des yeux, d'autres une rayure sur tout le dos, ce qui brouille les caractéristiques que les oiseaux et les serpents ont besoin de reconnaître pour les identifier. Parmi la centaine d'espèces de grenouilles d'entrebât, celle-ci est la plus mortelle. La grenouille cocoï de Colombie. Elle est considérée comme l'un des animaux les plus venimeux au monde. La grenouille cocoï vit dans la forêt amazonienne en Colombie. On l'a trouvée dans 5 lieux différents. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a assez de poison pour tuer une vingtaine de personnes. Une seule grenouille. Cet incroyable système de défense semble fonctionner à merveille. Une seule espèce de serpent a réussi à développer une immunité contre ce venin. Ces grenouilles sont bien loin d'être d'innocentes créatures. Elles sont minuscules, mais elles transportent l'arme fatale pour tenir les prédateurs en respect. Rester en vie est la priorité numéro 1 de ces experts en défense. Le mimétisme ou la menace d'empoisonnement sont leurs armes de dissuasion massive pour échapper aux griffes des prédateurs. Dans ce ballet sous-marin, horrible et hypnotique, où s'affrontent sans fin prédateurs et proies, une seule chose est incontestable. Pas besoin d'être gros pour être un prédateur efficace. Cela dit, être gros peut parfois aider. Voici la guerre sous-marine entre prédateurs et proies. Les requins. Ils sont parmi les chasseurs les plus redoutés au monde. Les prédateurs par excellence. Le résultat de 400 millions d'années d'évolution. Leur sinistre réputation nourrit les peurs des baigneurs de la planète. Pourtant, nous avons plus de chances d'être victimes d'un autobus que d'un squale. Ces statistiques valent pour les humains, mais le cauchemar est bien réel pour les proies sous-marines. Les requins sont des prédateurs parfaits dans l'écosystème sous-marin. Ils ont tout pour eux. La vitesse, des sens très développés. La plupart des requins ont une excellente vue. Ils voient certainement les couleurs et les forts contrastes. Ils ont un excellent odorat. Ils se fient énormément au son et aux vibrations qui circulent plus vite et plus loin. Ils se dirigent à l'odeur. Et ils ont la chance d'avoir 2 narines. Donc ils s'orientent du côté où ils captent une odeur de sang. Des sens affûtés sont la base de leur arsenal.
Et les requins ont un sixième sens qui donne à leurs exploits de chasse un petit côté surnaturel. Tous les êtres vivants ont en eux une petite charge électrique, et c'est par les pores garnis de gélatine autour de leur bouche et appelés ampoules de Lorenzini que les requins détectent ces champs électromagnétiques. Avant d'attaquer, le grand requin blanc retourne ses yeux dans leurs orbites pour les protéger. À partir de ce moment-là, ils sont aveugles, et c'est le réseau de leurs pores qui leur envoie le signal pour les diriger. Ce réseau sensoriel fait du requin le prédateur idéal. Une fois la cible repérée, le requin laisse parler la force brute. Avec des vitesses proches de 90 km/h et 6 ou 7 rangées de dents conçues pour déchirer les chairs et briser les os, il laisse peu de chance à ses victimes. La grande diversité des espèces de requins suppose une alimentation très variée. Ils remplissent toutes les niches de l'écosystème marin. Certains se nourrissent de petites crevettes, d'autres de gros mammifères marins en fendant l'eau à grande vitesse pour les attraper d'un coup de mâchoire. Les deux plus grandes espèces, le requin pèlerin et le requin baleine, se nourrissent en filtrant le plancton. Plutôt que de brûler leur énergie à chasser un repas unique, ils mangent en permanence. Ils ouvrent leurs fentes branchiales recouvertes de branchiospines, des sortes de petits râteaux qui retiennent le plancton. Qu'importe la taille de la proie, le requin possède un indéniable instinct pour trouver sa nourriture. Chez le requin-tigre, cet instinct se manifeste avant même sa naissance. C'est un cas de cannibalisme intra-utérin. Les larves se développent dans l'utérus de la mère. Quand les œufs commencent à éclore, le premier sorti mange ses frères et sœurs pour se nourrir. Et il ne sort qu'un seul requin par utérus. Au moment de sa naissance, un requin a déjà mangé une bonne centaine de ses semblables. Cet entraînement prénatal est une stratégie de survie. Et c'est le secret de longévité de cette espèce très ancienne, présente sur la planète depuis 30 millions d'années. Les requins tuent, de leur naissance jusqu'à leur mort. Ils sont la parfaite incarnation de la puissance. De grands prédateurs dans tous les sens du terme. L'océan. Il recouvre 71% de la surface de la Terre et contient 97% de toute l'eau de la planète. Pourtant, il demeure inexploré à 95%. Sous la surface, une authentique œuvre d'art de la nature. Les bancs de poissons. La vue de ces millions de poissons se déplaçant à l'unisson est un spectacle nimbé de mystère. Quand on regarde un banc de poissons, on voit un groupe qui se déplace dans la même direction, comme un seul et même organisme coordonné, et non des individus avec chacun un comportement différent. Les individus agissent en synchronisme parfait. Le spectacle est hypnotisant et le terme n'est pas exagéré. L'océan est plein de dangers. Pour se défendre et survivre, les poissons trouvent leur force dans la multitude. Dans 8 familles sur 10, les poissons se regroupent en bancs. Il y a plusieurs raisons à cela. Dans la nature, ce qui pousse d'abord les animaux à se regrouper, c'est la menace des prédateurs. Le groupe réduit le risque individuel.
Un prédateur se concentre sur une cible à la fois. En groupe, les poissons augmentent leurs chances de survie en diluant la probabilité d'être le malheureux élu. Les bancs de poissons les plus importants en nombre seront toujours les plus sûrs. Le groupe a également une plus grande faculté à résoudre les problèmes. Maintenant, on sait que les animaux qui vivent en groupe, y compris les poissons, sont plus performants dans la prise de décision, concernant l'orientation durant la migration par exemple. Et cela marche d'autant mieux que le groupe est important. Un banc de poissons revêt l'apparence et le comportement d'un seul et même organisme. Les décisions prises par l'avant-garde sont transmises au reste du banc à la vitesse de l'éclair par un phénomène appelé l'intelligence des sains ou de groupe. On parle d'intelligence des sains quand un mouvement initié par les meneurs est suivi par le reste du groupe, ce qui n'est possible que quand les poissons sont suffisamment nombreux dans le banc, que celui-ci a atteint un certain seuil. Cela ne veut pas dire que le groupe est intelligent à proprement parler, mais plutôt que la prise de décision est collective. Évoluer en groupe augmente aussi les chances de trouver un partenaire pour l'accouplement sans avoir besoin d'écumer les mers. Les poissons se rassemblent aussi pour chercher de la nourriture. Dans la nature, les ressources ne sont pas distribuées équitablement. Donc, pour les chercher, les individus se rassemblent, car plusieurs paires d'yeux sont toujours plus efficaces qu'une seule. Mais qui dit recherche de nourriture en groupe, dit partage, ce qui augmente du même coup la compétition. Certaines espèces ont l'habitude de circuler en petits groupes pour chasser, et plutôt de faire masse en cas de danger. Il y a des bancs de poissons de toutes tailles, formes et couleurs. La couleur peut provoquer chez le prédateur éventuel ce qu'on appelle un effet de confusion. La multitude d'individus identiques entraîne une confusion de la perception qui ralentit l'attaque et laisse au banc le temps de s'échapper. Les poissons changent de banc en permanence, car il n'est pas si simple de trouver le bon. Un poisson doit bien s'entendre avec ses congénères, car une disharmonie dans le groupe peut avoir des conséquences fatales. Les études montrent que les individus sont aptes à reconnaître le groupe qui leur correspondra le mieux. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut trouver des bancs de toute taille et que toutes les espèces de poissons peuvent fonctionner en groupe, les petits comme les gros. Cependant, ce phénomène n'est pas réservé aux océans. On trouve des formations en bancs dans tous les milieux aquatiques, de la petite mare au fond du jardin jusqu'aux rivières et aux lacs, et bien sûr en haute mer. La diversité écologique de ces bancs est immense. Les prédateurs des océans ont considérablement évolué et les bancs de poissons sont une alternative de défense basée sur la force du nombre. Les bancs de poissons ont développé une fascinante stratégie de survie dans les mers. Cette créature semble venue d'une autre planète. Elle est née avec 3 cœurs, 2 pour les branchies et 1 pour le reste du corps. Contrairement aux vertébrés terrestres comme l'homme, le sang des seiches ne contient pas d'hémoglobine. Une protéine à base de cuivre donne à leur sang une couleur verte qui rappelle les aliens de cinéma. Cette seiche à l'étrange allure est un des prédateurs les plus sournois des océans. Un imposteur au génie parfois mortel. La seiche est un mollusque comme la pieuvre ou son proche cousin le calamar, avec lequel on la confond parfois.
la famille de ces céphalopodes est apparue sur Terre il y a quelques centaines de millions d'années. Suffisamment de temps pour apprendre à échapper à leurs ennemis héréditaires, principalement les dauphins, les requins et les phoques. La seiche a une des visions les plus développées qu'on puisse trouver chez un invertébré. Mais en cas de danger, plus encore que ses yeux, c'est son moteur à réaction personnelle qui peut la sauver. La seiche se comporte comme une turbine à réaction. Elle aspire l'eau dans une cavité de son manteau ventral et en l'expulsant, elle est propulsée dans la direction opposée, comme quand on appuie sur une bulle. Cette turbo-évasion sera signée, comme chez leurs cousines les pieuvres, à l'encre noire. Elle laisse derrière elle un sillage d'encre noire pour troubler le prédateur qui aurait l'intention de la poursuivre. Mais ce que la seiche aime par-dessus tout, c'est disparaître comme un fantôme. Le système nerveux très sophistiqué de ce véritable caméléon des mers lui permet de changer de couleur en un clin d'œil. C'est d'une rapidité spectaculaire. Aucun animal dans l'océan ne peut rivaliser avec la seiche sur ce terrain. Des millions de petites cellules chromatophores dissimulées sous sa peau permettent ce changement de couleur. Les chromatophores, stimulés par de toutes petites contractions musculaires, modifient à toute vitesse la densité de la couleur. Les cellules pigmentées reflètent la lumière en une explosion colorée. En passant d'un micro-habitat à l'autre, le motif change subtilement. Dans certains cas, le camouflage est vraiment parfait. La seiche imite la texture et les motifs de son environnement en créant ce que l'on appelle une coloration perturbatrice. La coloration perturbatrice est destinée à tromper l'œil des prédateurs. En jouant sur le contraste avec le décor, elle brouille le contour et la forme de l'animal. Grâce à ses tentacules et ses couleurs variables, la seiche peut prendre la pose d'une plante, d'un rocher ou d'un poisson en colère. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ça, les seiches sont capables de disparaître aux yeux de leurs prédateurs. Mais ces changements rapides de couleur sont aussi un code pour communiquer entre elles. La seiche n'est pas dupe du camouflage de ses semblables. Et cette communication visuelle permet de donner l'alerte à l'insu du prédateur. Mais la seiche ne fait pas que se défendre. Car tous les céphalopodes sont aussi des prédateurs. Toujours à l'affût de crabes, de poissons et de petites crevettes, la seiche utilise le camouflage pour tromper ses proies et ses bras puissants équipés de ventouses pour les tuer. Les bras de la seiche sont dotés de muscles solides et de puissantes ventouses. Elle amène ainsi la proie jusqu'à sa bouche et lui injecte le poison. Il s'agit d'un neurotoxique contenu dans sa salive. La bouche de la seiche n'en est pas vraiment une. C'est un bec crochu comme celui d'un perroquet. Quoi qu'il en soit, le résultat n'est pas beau à voir. De tous les invertébrés, la seiche est l'une des espèces les plus intelligentes, douée de grandes facultés d'apprentissage et d'adaptation. Cette intelligence a permis à la seiche de survivre des centaines de millions d'années sur notre planète.
Les crocodiles. Avec leur sourire sournois, ils attendent patiemment qu'une proie malchanceuse vienne à passer par là. Avec tout un éventail technique pour accueillir leurs victimes à table. Les crocodiles sont amphibies. Ils peuvent vivre sur Terre aussi bien que dans l'eau. Ce sont des nageurs extrêmement rapides. C'est sur Terre que les crocodiles sont plutôt lents. Ils se dandinent avec leurs pattes qui ne sont pas très articulées. Ils ne seraient pas des chasseurs très efficaces sur Terre. Pourtant, leurs proies préférées sont des animaux terrestres. Leur stratégie favorite, c'est d'attendre en embuscade dans l'eau. Car c'est dans l'eau que le crocodile se révèle le plus brillant. Il y capture poissons et mollusques, mais aussi des oiseaux, ou tout autre animal assez imprudent pour s'approcher de sa tanière aquatique. Un crocodile mesure entre 1,50 m et 6,50 m et pèse souvent plus d'1 tonne. Mais quelle que soit sa taille, un crocodile est toujours un excellent nageur. Quand il nage, la poussée est exercée par l'ondulation de sa queue. Elle est puissante et très musclée, ce qui autorise la vitesse sur longue distance et sous l'eau. Chez certaines espèces, cette queue peut propulser l'animal à plus de 25 km/h. Pour nager sous l'eau, le crocodile a développé une membrane qui vient fermer hermétiquement les narines. Une autre membrane protège la cavité buccale pour lui permettre de respirer la bouche ouverte. Ce qui fait du crocodile un chasseur redoutable, c'est son talent inné pour fondre sur sa proie. Le nez, les yeux et les oreilles sont parfaitement alignés sur le sommet du crâne. Alors qu'il soit gros ou petit, quand il se déplace, c'est tout ce que le crocodile laisse émerger de l'eau. Mais les crocodiles ont parfois grand appétit. Certains, comme le crocodile du Nil, ont la panse assez large pour accueillir du gros gibier, des gnous, des cerfs et même des lions. Mais pour cette pêche au gros, le prédateur a recours à des organes bien particuliers. C'est le 6e sens du crocodile. Le crocodile a autour du nez de petites terminaisons nerveuses qui l'avertissent quand quelque chose effleure ou brise la surface de l'eau. Quand c'est le cas, il bondit hors de l'eau et essaie d'attraper tout ce qu'il peut. C'est comme ça qu'il arrive à attraper des zèbres, des gnous ou tout animal qui s'approche dans l'eau. En embuscade comme en attaque surprise, les armes de prédilection du crocodile sont ses mâchoires, capables d'exercer une pression de plus de 2 tonnes sur 2,5 cm. C'est-à-dire que sa morsure est 6 fois plus forte que celle du célèbre requin blanc. La mâchoire n'est pas totalement articulée. C'est-à-dire qu'il peut l'ouvrir ou la fermer, mais pas la bouger latéralement. Donc, la seule façon pour lui de prélever la chair d'un animal, c'est de l'arracher en secouant dans tous les sens. Pour protéger ses yeux durant ces violentes manœuvres, le crocodile a une paupière supplémentaire, la membrane nictitante. Le crâne offre également une bonne protection. Lorsqu'il ferme les yeux, les plaques osseuses du crâne les font rentrer dans des cavités où ils sont à l'abri des agressions. Ce que l'on sait moins, c'est que le crocodile est rusé et intelligent. Il lui arrive parfois de s'associer avec des congénères lors d'une chasse coopérative. Une stratégie coordonnée, où plusieurs crocodiles alignés attendent bien sagement qu'un troupeau de gnous vienne croiser leur chemin en traversant la rivière. Les crocodiles sont sur Terre depuis environ 200 millions d'années. Ce sont sans doute leurs grands talents de chasseurs qui leur ont permis de survivre aux dinosaures.
squales redoutables et féeriques bancs de poissons, l'équilibre entre prédateurs et proies semble éternel. Ces créatures intelligentes développent des trésors de talent pour survivre dans la grande ronde de l'évolution.